tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, et comme tous les jeudis dans Patrimoine thématique, zoom sur les nouvelles tendances en matière d'ISR. Aujourd'hui, un appel, celui des acteurs de la finance durable. Ils soumettent à travers l'association FAIR 10 propositions à destination des candidats à l'élection présidentielle, 10 mesures concrètes pour développer la finance à impact social. On fera le tour de ces propositions en début d'émission. Et puis, dans Enjeu Patrimoine, que faut-il savoir sur la solidarité fiscale? Les époux qui ne forment plus qu'un seul foyer fiscal sont redevables à deux du paiement de l'impôt, un principe de solidarité qui ne pose pas de problème pendant le mariage, mais les choses peuvent se compliquer dans le divorce. Un spécialiste du droit fiscal nous rejoindra en deuxième partie pour nous expliquer les conditions de cette solidarité et s'il est possible ou non de s'en soustraire. Smart Patrimoine, c'est parti. Dans Patrimoine thématique, on reçoit aujourd'hui Isabelle Guénard-Malocène, présidente du comité du label Finansol de l'association FAIR. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous fédérez les acteurs de la finance durable en France et vous formulez donc aujourd'hui 10 propositions à destination des candidats à la présidentielle pour développer davantage ce modèle. Isabelle Guénard-Malocène, bien au-delà de cette élection d'abord, quelle est l'ambition de l'association FAIR ? Alors, l'association FAIR est un collectif assez particulier dans ce monde assez vaste de la finance durable et de l'ISR, en ce sens qu'il est dédié depuis presque 30 ans à ce qu'on appelle la finance solidaire et à fort impact social. Donc ce collectif, ainsi que la finance à fort impact social et environnemental qu'il défend, s'inscrit dans le marché en fort développement de la finance durable. Un regroupement donc de différents types d'entreprises ? Alors ça peut être des banques, des... C'est exactement ça. Une association qui a finalement grossi puisque elle s'appelait Finansol. C'était un peu une référence française dans la finance dite solidaire. Et l'année dernière, elle s'est associée avec l'Impact Invest Lab, qui est une association spécialisée sur l'innovation à impact social. Et aujourd'hui, elle regroupe cette association FAIR 120 membres, assez diverses, comme vous l'avez dit. Ça peut être des établissements financiers, des sociétés de gestion, des investisseurs institutionnels, assureurs, mutualistes, mais aussi des ONG, des associations et ce qu'on appelle des entreprises sociales, des organismes, entreprises à très forte utilité sociale et environnementale. Et vous faites remonter des informations aussi auprès des pouvoirs publics, j'imagine, auprès du grand public, évidemment. Vous avez aussi ce rôle-là de sensibiliser, de faire de la pédagogie. Alors, tout à fait. Alors, c'est le rôle de l'association. Moi, je représente ici le comité du label Finansol, puisque depuis 25 ans, l'association a créé un label qui vient garantir que certains produits financiers, on en reparlera peut-être par la suite, servent à soutenir des projets non cotés, c'est-à-dire dans des entreprises qui ne sont pas sur les marchés régulés, à très forte utilité sociale et environnementale, on en reparlera. L'action de l'association, que je représente aujourd'hui, est aussi et depuis toujours une action, j'allais dire, de lobbying ou de plaidoyer, parce que l'idée, c'est de faire, de pousser un peu ça. Et c'est une action assez forte qui, au cours des années, a permis de faire inscrire dans la loi un certain nombre de mécanismes facilitateurs, finalement, pour l'épargnant dans son choix de placer son épargne vers des choses un peu concrètes de territoire. Isabelle Guénard-Malocène, vous avez dit plusieurs fois finance solidaire. Donnez-nous votre définition de la finance solidaire. On entend finance durable, finance verte. Quelle est la définition de la finance solidaire ? Alors, je ne sais pas si c'est ma définition, mais en tout cas, je vais l'exprimer avec mes mots, en prenant beaucoup de précautions, que ce soit finance solidaire, finance durable, responsable à impact. Ce sont des vocabulaires du langage courant, donc chacun peut se les approprier. Quand on parle de finance solidaire ou à fort impact social et environnemental, on parle d'une finance concrètement très inclusive finalement et qui est vraiment au service d'un impact environnemental et social. C'est très axé sur la notion d'utilité sociétale. Ça privilégie la notion d'impact social par rapport à la notion de rentabilité financière. Les deux ne sont pas opposés, mais malgré tout, impact social et environnemental en premier, ça c'est important. Et la finance solidaire et les produits financiers qui la représentent
financent, accompagnent et sont fléchés vers des projets, je l'ai dit, plutôt non cotés, de territoire, de terrain, qui ciblent l'utilité sociétale. Alors, bon, il faut que je creuse aussi ce sujet d'utilité sociétale ou sociale qui est lié à cette notion de solidarité. C'est des entreprises qui répondent aux besoins de base, des besoins de bien manger, de bien se loger, de travailler, de s'éduquer, mais pour des populations qui, a priori, en sont exclues, ou dans des zones qui, a priori, en sont exclues. Donc, la finance solidaire, ce n'est pas une finance qui va favoriser l'emploi, puisque finalement, la finance au sens large, quand, même sur les marchés cotés, quand c'est investi dans les grosses entreprises, oui, l'emploi est favorisé. Mais là, très spécifiquement, ça s'adresse, que ce soit sur des projets environnementaux ou sociaux, à la notion d'apporter des solutions là où il n'y en a pas, en fait. Voilà. C'était bien de le préciser, je pense, en début d'émission. Cette finance solidaire, est-ce que vous la trouvez absente du débat présidentiel ? Je n'ai pas l'impression. Justement, moi, ce que je constate, c'est que le rôle de faire dans cette position un peu de plaidoyer et de faire avancer les choses, il a toujours été fort et important. Au moment d'ailleurs de la crise sanitaire liée au Covid, FAIRE avait porté 11 propositions dans le cadre d'un plan de relance pour aider les entreprises de ce qu'on appelle l'ESS, voilà, l'économie sociale et solidaire, puisque bien entendu, sur le terrain, chacun s'était aussi rendu compte qu'elles ont joué un rôle très fort. Et FAIRE avait apporté ce débat, et d'ailleurs, un certain nombre de ces propositions ont été suivies. Des années auparavant, d'autres propositions ont été également reprises par les pouvoirs politiques, que ce soit favoriser les produits de finances solidaires dans l'épargne salariale, dans l'épargne retraite, dans les LDDS, dont on va reparler justement. Donc ça marche, les propositions que vous poussez sont écoutées, sont entendues et sont des fois reprises. C'est jamais assez, puisqu'il faut pas, voilà, il faut être aussi très, très, très clair. On parle d'une niche finalement dans la finance durable. Les produits d'épargne solidaire à fort impact social représentent à peu près 20 milliards d'euros. Là-dedans, on met tout, on met des fonds, on met des contrats d'assurance, on met des livrets. 20 milliards d'euros, voilà, par rapport à l'ensemble de l'épargne des Français qui doivent être, je sais pas, 4 500, 5 000 milliards. C'est vraiment tout petit, même par rapport à ce qu'on appelle la finance solidaire, c'est tout petit. Donc, on n'est pas assez écouté peut-être, mais voilà, le marché n'est pas non plus énorme. On parle de financement très spécifique, soit de petites sociétés en amorçage, soit de plus grosses sociétés qui ont besoin de se développer, mais qui sont très innovantes en fait, des entreprises sociales. Donc voilà, elles sont sans doute un peu mal connues des marchés réglementés et des financiers classiques. Mais c'est intéressant ce que vous venez de dire, Isabelle Guénard-Malocène. 20,3 milliards d'euros, je crois, d'encours d'épargne solidaire en 2020. C'est ce que vous avez dit, 20 milliards. Donc vous voyez dans ces chiffres une adhésion pas encore assez suffisante des Français à la finance verte. Ça vient des Français, ça vient des institutions financières. Voilà, comment vous regardez ces chiffres ? Alors, pour repréciser, je ne parle pas ici de finance verte, mais vraiment, comme je l'ai dit, de finance à impact social et solidaire. Donc, quand il s'agit de projets environnementaux, il y a une dimension sociale, inclusive, citoyenne qui est très forte. 20 milliards, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Quand on regarde un peu les taux de croissance de ces encours publiés dans le Zoom de la finance solidaire tous les ans, notamment, c'est des croissances à 2 chiffres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'indépendamment de l'évolution des marchés financiers, que ce soit les marchés actions ou les marchés de taux, la progression est là. Donc, il y a un véritable engouement. Moi, je crois beaucoup que... Ce secteur financier, est-ce qu'il s'était fixé des objectifs assez hauts ces dernières années? L'engouement est là, les objectifs étaient-ils assez élevés? Je pense que ce n'est pas une histoire d'objectifs, c'est vraiment une histoire de donner aux Français, aux épargnants, mais aussi aux investisseurs institutionnels. De leur donner les outils. Exactement, les outils, l'envie, les moyens, voire faire sauter certains verrous réglementaires. C'est ce dont il s'agit ici dans certaines des propositions du livre blanc. Donc voilà, tout ça avance, mais il y a la possibilité d'accélérer un peu le mouvement. Et je pense, et vous l'avez dit, qu'il y a une appétence tout à fait claire des épargnants comme des citoyens sur ces sujets, dans la mesure où on arrive à comprendre ce qu'on finance. Voilà, ce qu'on finance. Et le sujet, on reparlera peut-être, c'est est-ce que c'est du social washing, de l'impact washing, du green washing? On ne veut pas s'inscrire dans ce débat-là. On veut juste dire, donner des outils
Et avec le label, c'est ce que nous essayons de faire. On met un tampon sur les choses qui vont bien financer ce que les épargnants ont envie de soutenir comme projet de territoire. En effet, on va rentrer dans le détail de ces outils aujourd'hui mis à disposition donc, des Français pour épargner solidairement. Voilà, ouais. C'est le mot solidaire. Vous en avez parlé donc des 10 propositions. Comment vous les avez dégagées, ces 10 propositions ? Comment on fait une tambouille et ensuite on en propose 10 voilà. Alors, je pense que l'équipe du plaidoyer de l'association FAIRE serait bien mieux placée que moi pour en parler. Et puis, c'est un travail de plusieurs dizaines d'années, j'allais dire, puisque FAIRE est en contact des acteurs et notamment politiques depuis très longtemps en France. Ce qui a peut-être été difficile, et ce qui a peut-être été toujours difficile, mais je pense que c'est ce qui donne la force à ces propositions, c'est que, je vous l'ai dit, c'est un collectif, aujourd'hui, il y a plus de 120 membres. Donc, et ces propositions, elles sont issues de ces discussions, de ces réflexions, de ces échanges avec ces membres. Et c'est intéressant de se dire qu'autour de la table, moi qui assiste au conseil d'administration de l'association, il y a en effet des banquiers, des sociétés de gestion, des petites associations, des entreprises sociales, ESS historiques, de nouvelles entreprises sociales innovantes. Et pourquoi ça marche finalement ? Parce qu'il y a quelque chose qui sort. C'est parce que ces acteurs ont l'habitude de parler ensemble, de travailler ensemble, et que la finance solidaire, notamment dans des produits, ce qu'on appelle 90-10, existe depuis très longtemps en France. Donc ça permet, c'est un peu le point de contact entre les acteurs de terrain, les entreprises sociales, que ce soit dans l'habitat très social, que ce soit, on a beaucoup d'exemples, et leurs financeurs. C'est un lieu d'échange. Donc ensuite, quand il s'agit de la constitution de ces propositions, elles sont portées par tous les acteurs. Et je pense que c'est ça aussi qui donne leur force, quoi. C'est pas juste l'économie sociale et solidaire qui va présenter aux candidats, faites ça. C'est pas juste les banquiers ou les très grosses sociétés de gestion qui vont dire faire ça, ou les gros assureurs. Ce sont les acteurs de terrain. Exactement, le terrain en discussion avec les financiers qui se sont engagés depuis plusieurs années et qui ont de plus en plus de moyens et qui en veulent plus. Et l'association pense qu'il peut encore y avoir plus de choses faites. Qu'est-ce qui ressort alors de ces propositions, quels sont les principaux leviers à activer pour accélérer aujourd'hui la transformation de la finance solidaire ? Mais je crois que vous dites... On parlait des outils disponibles, donc peut-être en proposer d'autant plus. Alors, il y a les outils de fléchage, vous disiez notamment, pour financer les entreprises de terrain, pas forcément les grandes entreprises, les TPE, PME, à impact social. Quels sont les principaux leviers aujourd'hui qu'il faut activer ? Alors, il en existe déjà beaucoup. Je pense que le levier et l'élan de l'association, ça a été de dire aujourd'hui, moi je le vois comme ça, aujourd'hui, l'investisseur, que ce soit institutionnel ou l'épargnant, vous et moi, ont envie de participer à accélérer la transition environnementale et sociale de l'économie et des grosses entreprises aussi du terrain. Et elle arrive, cette transition, on le voit, mais bien évidemment qu'elle n'est pas assez rapide. Et on a vu avec la crise sanitaire au Covid, et dans une certaine mesure, on le voit encore aujourd'hui avec la guerre et les conséquences économiques et sociales actuelle et à venir, qu'il faut aller un peu plus vite. Donc, l'idée de ces propositions, à mon sens, c'est de... moi, je le perçois comme ça, c'est pas juste une liste à la Prévert en disant « il faut faire ça, ça et ça ». C'est... Bon, là, il faut actionner. Les acteurs sont déjà là. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de groupes d'assurance aujourd'hui ou de grosses banques qui proposent déjà des produits qui financent ces structures. Mais l'idée, c'est de dire « allez, on va un cran plus loin » et faire un peu... combiner ces propositions sur 4 pôles. Moi, je le lis comme ça. C'est comment on finance mieux, c'est-à-dire comment on peut aider les investisseurs institutionnels, notamment, à faire plus, à faire mieux, avoir plus d'entreprises dans leur scope. L'autre pôle, le deuxième pôle, ça serait comment on peut accompagner ces acteurs, justement, dans cette transformation. Il y a plein de choses nouvelles qui se font, et notamment, troisième pôle, comment encourager l'innovation.
Parce que l'innovation, elle existe sur le terrain dans les entreprises sociales, dans les associations, mais aussi elle existe au niveau financier. Et ça, c'est aussi important parce que c'est pas des choses auxquelles on est habitué. La création de nouveaux fonds, de nouveaux labels. Alors, de nouveaux labels, non, puisqu'il en existe un, voilà, qui est le label Vous en Finansol. proposez un au niveau européen. Alors, oui, ça fait partie de l'avancée et des réflexions de l'association FAIR. Le label Finansol, aujourd'hui, est un label privé, porté, comme je vous l'ai dit, par un collectif, à la différence du label ISR ou du label vert Greenfin, qui sont des labels publics, même si nous avons des liens, évidemment, et l'association fait partie des discussions, notamment du label ISR. Ce label Finansol, c'est le seul label à impact social et solidaire qui existe aujourd'hui. Donc, il est bien particulier, une spécificité bien particulière. Néanmoins, on le voit aujourd'hui, on labellise des produits étrangers, européens notamment, qui sont distribués en France. On a des relations avec d'autres collectifs en Europe. Et l'idée, en effet, c'est de faire monter aussi un label européen. Ça fait partie des propositions, des 10 propositions. Il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous espérez que certains candidats reprennent en l'état, très clairement en l'état, certaines de vos propositions? C'est l'objectif aujourd'hui. Alors moi, je crois qu'il y a des choses en effet très, très faciles, très pratiques à mettre en place, pas très chères finalement pour l'État. Une de ces propositions, c'est pour en effet inciter les investisseurs institutionnels, les assureurs, les mutuelles, mais les fondations aussi, les fonds de dotation, à aller plus loin. Aujourd'hui, il y a des verrous réglementaires qui empêchent les investisseurs, selon le principe de protection de l'épargnant, de risque, de faire plus dans l'investissement non coté à fort impact social. Voilà. On peut modifier certains articles du Code de la sécurité sociale, notamment, ou Code des assurances, pour qu'ils aillent plus loin. Et ça, c'est très facile. Voilà. Et pour l'instant, il y a eu une bonne écoute, a priori, des candidats auxquels ont été envoyées ces propositions, me dit-on. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Isabelle Guénard-Malocène d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes présidente du comité du label Finansol de l'association FAIR. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, la solidarité fiscale, que faut-il savoir? Les époux ou les partenaires d'un PACS qui ne forment plus qu'un seul foyer fiscal sont redevables à deux du paiement de l'impôt. On appelle ça la solidarité fiscale. Cela ne pose pas de problème pendant le mariage, mais les choses se compliquent en cas de divorce. Notre invité va nous aider à y voir plus clair. Frédéric Douet, professeur de droit fiscal à l'Université de Rouen-Normandie, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Frédéric Douet, donc lorsqu'on est marié ou pacsé, on doit réaliser une déclaration commune et régler à deux les dettes fiscales, même en cas de séparation? Oui, alors ce qu'il faut savoir, pour essayer d'expliquer les choses simplement, c'est que les époux sont solidaires pour le paiement de 3 impôts. Ils sont solidaires pour le paiement de l'impôt sur le revenu à condition qu'ils fassent l'objet d'une imposition commune. On pourra en reparler juste après. Ils sont solidaires également pour le paiement de la taxe d'habitation à condition de vivre sous le même toit. Et ils sont solidaires également pour le paiement de l'impôt sur la fortune immobilière. Et pourquoi donc même après séparation? C'est là la question. Alors effectivement, c'est ce qui trouble assez souvent les contribuables et c'est souvent une source d'incompréhension. En réalité, ce qui compte, c'est de savoir si le supplément d'impôt, que ce soit de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation ou de l'impôt sur la fortune, se rapporte à une période d'imposition commune. Donc par exemple, si en 2020, vous faisiez l'objet d'une imposition commune avec votre époux, votre partenaire, et puis que vous avez divorcé en 2021, eh bien en 2022, bien que vous soyez divorcé, l'administration fiscale peut vous réclamer des suppléments afférents à l'année où vous étiez encore marié ou pacsé. On va revenir juste un tout petit peu en arrière, une question que je ne vous ai pas posée, Frédéric Douet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des exceptions à l'imposition commune? C'est-à-dire même avant, même marié? Alors, en principe, les époux font l'objet d'une imposition commune à compter de leur mariage. Au titre de l'année du mariage, ils peuvent choisir 2 impositions distinctes, mais l'année suivante, ils commencent à faire l'objet d'une imposition commune. Mais sous réserve de l'année du mariage ou du PACS, en principe, les époux et les pacsés font l'objet d'une imposition commune en matière d'impôt sur le revenu. Il y a 3 exceptions à ce principe. La première, c'est lorsqu'ils sont séparés de biens et qu'ils ne vivent pas sous le même toit. La seconde, c'est dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge statue sur les modalités de leur résidence. Et puis la troisième, et c'est celle qui pose beaucoup de difficultés en pratique, c'est lorsqu'ils sont séparés de fait et que chacun dispose de revenus distincts. Donc il y a des exceptions. Il y a des exceptions à l'imposition commune, effectivement. C'était bien de le préciser. Vous le disiez, c'est peu connu, c'est-à-dire que dans les faits, les concernés, donc les parties prenantes, elles sont conscientes à partir du... Enfin,
qu'elles deviennent solidaires de leur conjoint, de leur partenaire, même après séparation. C'est-à-dire, c'est dit, il faut faire plus de pédagogie sur ce sujet. Je pense qu'il faut l'expliquer parce que beaucoup de gens n'en sont pas conscients. Il faut c'est logique du point de vue de la logique fiscale, mais c'est peut-être pas logique du point de vue de la logique des époux et des pacsés. Effectivement, il faut l'expliquer et insister sur ce point. Donc il faudra encore peut-être plus l'expliquer, encore plus à l'avenir. Oui. Frédéric Douai, jusqu'où s'applique cette solidarité? Vous l'avez vu, donc 2021-2022, vous nous avez donné un exemple là, c'est-à-dire pendant le divorce, après, pendant combien d'années peut s'exercer ce principe de solidarité fiscale? En règle générale, le délai de recouvrement, enfin le délai de prescription en matière fiscale est de 3 ans, donc et le recouvrement c'est en règle générale une année supplémentaire, donc 4 ans, donc l'administration fiscale peut venir vous chercher sur des suppléments d'impôts. En règle générale, en pratique, il n'y a pas de litige sur la taxe d'habitation et l'impôt sur la fortune. L'essentiel, quasiment 100% des litiges portent sur l'impôt sur le revenu. C'est plutôt sur l'impôt sur le revenu, c'est ça? Donc comment ça fonctionne alors exactement pour cet impôt par exemple? Pour obtenir la décharge? Oui. Alors, il y a plusieurs conditions. La première condition, c'est qu'il faut que les époux, les partenaires aient rempli correctement leur déclaration. Il faut ensuite qu'ils n'aient pas tenté de se soustraire frauduleusement à l'impôt, dit le Code général des impôts. D'accord. Et puis ensuite, et c'est là où il y a une marge d'appréciation, c'est qu'il doit y avoir une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et leur situation nette patrimoniale au jour où ils présentent leur demande de décharge de solidarité. Alors le problème en pratique, c'est que le Code général des impôts nous dit que c'est un droit d'obtenir la décharge de responsabilité solidaire. Le problème, c'est que le Code dit disproportion marquée. Or, quand on parle de disproportion marquée, on ne sait pas précisément ce que c'est. Donc, en règle générale, on a l'habitude de dire... C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est. Je veux dire que ce n'est pas gravé dans le marbre. Là où c'est paradoxal, c'est que le Code général des impôts dit que c'est un droit pour les contribuables. Okay. Sauf que le Code dit, dans le même temps, il faut que l'administration fiscale considère qu'il y a une disproportion marquée entre le montant de l'impôt et votre situation nette patrimoniale. Or, la notion de disproportion marquée, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement précis. Mais en règle générale, pour donner un ordre de grandeur, on considère que dès que la dette fiscale excède une fois et demie le patrimoine net, que dans ce cas-là, la disproportion peut être considérée comme marquée. Mais ce que je vous dis là, bien sûr, n'est pas gravé dans le marbre, c'est simplement pour vous donner un ordre de grandeur. Frédéric Douai, vous le disiez tout à l'heure, donc l'administration fiscale peut venir chercher donc, le conjoint, si jamais une dette a été contractée au moment où ils étaient mariés, on peut venir vous chercher, peu importe le revenu, puisque là on parlait d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire peu importe le revenu, indifféremment du revenu, l'administration fiscale peut venir récupérer le montant de la dette. Bien sûr, effectivement. En fait, la condition sine qua non en matière d'impôt sur le revenu, c'est que le supplément doit se rapporter à une période d'imposition commune. Donc, peu importe, effectivement, les revenus respectifs des deux membres du couple, suivant qu'ils sont mariés ou pacsés. Et comment se fait l'arbitrage alors? Comment fait l'administration fiscale pour Alors, lorsque la décharge est accordée, là aussi très schématiquement, sans entrer dans trop de considérations d'ordre technique, en fait, l'époux qui a obtenu la décharge ou le partenaire qui a obtenu la décharge est imposé à concurrence du montant de l'impôt qu'il aurait dû payer sur la base de ses seuls revenus. C'est-à-dire? Donc, par exemple, si vous avez un revenu imposable de 100, vous avez celui qui a obtenu la décharge qui n'a qu'un revenu de 10 et puis l'autre qui avait un revenu de 90, et on va calculer l'impôt sur la base des 10 et on fait abstraction des 90. Étant précisé aussi que pour les 10 subsistants, pour l'impôt, donc dans mon exemple afférent aux 10 qui restent, le conjoint ou l'époux, l'ex-conjoint ou l'ex-époux peut demander, s'il est dans une situation de gêne ou d'indigence, à titre gracieux cette fois, la décharge de cette fraction de l'impôt. De quelle manière on est notifié par l'administration fiscale qu'on vient nous chercher? C'est-à-dire qu'on peut ne plus être en contact, par exemple, du tout avec son ex-conjoint. Comment on sait d'où vient cette somme? L'administration fiscale est une administration efficace, heureusement pour nos finances publiques. Les comptables et les huissiers de l'administration fiscale sont des gens qui sont performants. Donc c'est vraiment assez simple. Et le plus simple, bien évidemment, si vous êtes comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur le revenu, déjà c'est de vérifier si, au titre de la période en question, la personne était mariée ou pacsée, ou si elle est encore mariée ou pacsée. Vous parliez donc de ce dispositif de décharge qui permet d'échapper à cette obligation. Est-ce qu'il est suffisamment accessible?
Accessible de quel point de vue? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut facilement remplir les conditions qui nous permettraient de dire bah non, je ne peux pas payer cette Alors, somme, je ne suis plus solidaire de mon ex-conjoint. C'est assez technique quand même, donc il vaut mieux quand même se faire assister. Oui. Parce qu'il faut adresser la demande par lettre recommandée avec avis de réception à la direction départementale des finances publiques. Donc se faire assister par un avocat? Un avocat, oui, bien sûr, spécialisé en matière fiscale. Il y a tout un tas de pièces à joindre, tous les justificatifs. Et puis la particularité, c'est que en cas de contentieux ultérieur, si votre demande est rejetée et que vous saisissez le tribunal administratif pour contester la décision qui a été prise par l'administration fiscale, il y a tout un tas de petites subtilités, notamment le fait que vous ne pouvez pas produire d'autres pièces que celles que vous avez jointes à votre réclamation préalable. Donc avant de faire quoi que ce soit, il vaut mieux éviter de jouer tout seul si on ne sait pas trop jouer ou pas du tout. Mais ce dispositif, il a été assoupli, je crois, ces dernières années, ce dispositif d'obtention de la décharge. Oui, alors en théorie, il a été assoupli, mais encore une fois, le critère, c'est celui que je vous disais tout à l'heure, c'est celui de la disproportion marquée. Or, on peut discuter sur ce qu'est une disproportion marquée. Oui, c'est pas très objectif. Enfin, en tout cas, c'est cas particulier. Je ne sais pas si objectif est le terme exact, mais en tout cas, c'est au cas par cas. Encore une fois, ça n'est pas gravé dans le marbre, il y a toujours une marge d'appréciation. Que se passe-t-il, on m'a posé la question tout à l'heure, que se passe-t-il lorsqu'on se remarie, si on se remarie dans les 2-3 ans où on est encore solidaire fiscalement de son ex-conjoint, c'est-à-dire donc on ne déclare pas, on ne peut pas avoir une seule déclaration avec son nouveau conjoint? Si, bien sûr, c'est possible. Si. D'accord. Donc si vous vous remariez ou vous vous pacsez, vous faites à nouveau normalement une déclaration commune, mais il n'en demeure pas moins que si vous avez des dettes fiscales antérieures à votre mariage ou à votre pax dues afférents à la période où vous étiez antérieurement marié ou pacsé, vous restez néanmoins solidaire. Une question un peu moins drôle, que se passe-t-il en cas de décès? Alors ça, c'est le gros trou dans la raquette. Ouais. Il y a eu du contentieux sur la question. Et le Conseil d'État considérait que le conjoint survivant ou le pacsé survivant n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1691 bis qui, schématiquement, est relatif au mécanisme que je viens de vous décrire. Donc pour le conjoint survivant ou le pacsé survivant, en pratique, c'est vraiment une vraie difficulté. Je suis d'ailleurs surpris que le législateur ne se soit pas encore emparé du sujet, parce que là aussi, il y a tout un tas de questions techniques sur les différents dispositifs. Mais toujours est-il que le Conseil d'État dit que le conjoint survivant ou le pacsé survivant n'entre pas dans le champ d'application du mécanisme que je vous ai décrit. Et ça, c'est un vrai problème en pratique. On a l'impression qu'il y a beaucoup de points noirs, quand même, de trous noirs. Il y a beaucoup de trous noirs, effectivement, en matière de droit fiscal de la famille. Celui que je viens de vous citer est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors effectivement, c'est pas très médiatisé, mais en pratique, c'est vraiment une vraie source de difficulté. Merci beaucoup Frédéric Douet d'avoir fait de la pédagogie aujourd'hui sur Avec ce plaisir. plateau, sur la solidarité fiscale. Je le rappelle, vous êtes professeur de droit fiscal à l'université de Rouen-Normandie. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.